En juin 1977, pour la dernière fois sur la terre d'Afrique, l'Empire français amène les couleurs. Présentez! Ah! Attention pour la couleur. Envoyez! Dans 3 jours, le rêve africain va se dissiper sur Djibouti. Dernier bastion militaire de l'ancien empire français, Djibouti, devenu un État, reste un pivot stratégique planté dans le nouveau nœud géopolitique du monde, celui du pétrole. L'embouchure de la mer Rouge et de l'océan Indien est étroite. D'un côté Djibouti, de l'autre Aden. Même si la réouverture du canal de Suez n'a pas accru le trafic pétrolier en mer Rouge, l'accès à la Méditerranée et aux ports saoudiens passe par les détroits du Bab el-Mandeb. L'océan Indien est la voie royale du pétrole et les bateaux de guerre sont autant de sentinelles. C'est ici que passe l'approvisionnement énergétique de l'Europe, des États-Unis et de plus en plus de l'Union soviétique. Du golfe Persique à l'Afrique du Sud, l'axe névralgique du monde longe cette côte. Djibouti verrouille la mer Rouge qui elle-même verrouille le canal de Suez, donc Djibouti a une valeur. Général Buis, ancien directeur de l'Institut de défense nationale. Seulement Djibouti a eu cette valeur-là aussi longtemps que le mot verrou avait un sens dans la stratégie que l'on employait. On peut se poser la question, effectivement, de savoir si autant des satellites, autant des missiles intercontinentaux, autant simplement des mines intelligentes, les verrous ont encore un sens. Pour la France, est-ce que Djibouti a encore un potentiel stratégique? Le rôle défensif de Djibouti, de défense d'une route, n'est plus très apparent. Le rôle de gardiennage non plus. Donc il semble que l'on puisse passer de Djibouti sur ce plan précis, car une base de nos jours, ce n'est plus d'énormes arsenaux, ce ne sont plus des ateliers, ce ne sont plus des places fortes. Les bases de nos jours, ce sont des moyens d'électronique pour dialoguer avec les satellites. Ce sont des écoutes sous-marines pour pister les sous-marins, ce sont des moyens de transmission pour recevoir et transmettre le renseignement qui doivent être implantés, si possible, là où il n'y a pas de problème politique local. Est-ce que ceci est à l'échelle des moyens que la France veut consacrer à sa géopolitique globale? La France est un pays qui a une vocation mondiale, c'est un fait. Enfin, elle ne peut plus faire n'importe quoi. Il n'est plus question de mener des stratégies d'ensemble dans ce qui peut être considéré comme le troisième cercle, c'est-à-dire celui qui est très loin de la métropole. Militairement, ce monde-là n'est plus à l'échelle des moyens de la France. Mais cette affaire-là, c'est maintenant une affaire des voisins. C'est un jeu politique qui tourne entre les voisins, plus ou moins manipulés, aidés, armés, soutenus par les deux grands, qui sont les seuls à avoir une stratégie et des moyens à la dimension de cet immense problème de la Corne d'Afrique. La flotte soviétique. L'amiral Gorchkov en a fait en 20 ans la seconde force maritime du monde. Ce sont les sous-marins qui font la force de la marine soviétique. Équipés de missiles, ils sillonnent l'océan Indien qui, depuis le déclin de l'Empire britannique, est pour eux la mer à prendre. L'obsession de l'accès à une mer chaude explique la carte stratégique soviétique. L'éloignement impose le relais de base sûr entre le Bosphore et Vladivostok. L'offensive soviétique sur l'Afrique commence à Berbera.
La Somalie est depuis 1969 une république socialiste. Traitée à la manière locale, Engels, Marx et Lénine encadrent le portrait de Siad Barre, général-président. La base de Berbera, photographiée par un U-2 américain en 1975, offre aux missiles soviétiques entrepôts et rampes de lancement. La marine y fait ses réparations et son approvisionnement. 5000 conseillers soviétiques environ travailleraient en Somalie. Sonar tracking stations turned up. Position of the Soviet destroyer, please. Les Américains enregistrent tous les mouvements soviétiques et même les messages aux familles. La course à l'armement naval a le champ libre dans l'océan Indien. Quand on se croise, on s'espionne ouvertement d'un bateau à l'autre. C'est à Diego Garcia, petit atoll loué aux Britanniques, que les États-Unis ont basé le centre nerveux et logistique de leur dispositif stratégique. L'aéroport peut recevoir les bombardiers B-52 et les avions de reconnaissance. La flotte américaine, moins présente pourtant que la flotte soviétique, empêche que l'océan Indien ne devienne un lac russe. Tandis que l'Iran joue la sentinelle au détroit d'Oman, les États-Unis n'ont plus pied militairement dans la Corne d'Afrique depuis qu'ils ont évacué l'Éthiopie. Haïlé Sélassié, le roi des rois, avait assis son trône médiéval sur l'aide américaine. Il en est tombé en 1974. À Addis Abeba, ce ne sont plus des billets de banque que le régime distribue, ce sont des fusils. La révolution socialiste est sanglante et confuse. C'est maintenant l'Union soviétique qui soutient le régime et lui livre ses armes. Le défilé du 1er mai a sa variante locale. On parodie la défaite du rebelle érythréen. La guerre d'Érythrée menace l'Éthiopie d'éclatement et d'asphyxie. C'est au nord-est du pays son seul accès à la mer. Au sud, dans la région de l'Ogaden, la rébellion couve. L'Érythrée est soutenue par l'Arabie saoudite et le Soudan, qui forment le nouveau bastion conservateur dans la région. L'Ogaden est soutenu par la Somalie, qui revendique son territoire. Même si le camp idéologique est le même, le soutien de Moscou à l'Éthiopie indispose la Somalie, son ennemi héréditaire. Tandis que les réfugiés d'Éthiopie fuient vers Djibouti, le nœud des conflits locaux se resserre autour du chemin de fer franco-éthiopien. C'est le cordon ombilical de l'Éthiopie dont il assure presque tout le commerce. Un sabotage sur la voie, comme celui de juin 1977, et l'Éthiopie perd son seul vrai port, celui de Djibouti. La revendication de l'Éthiopie sur Djibouti est traditionnelle. La terre des Afars appartient à l'Éthiopie. Haïlé Sélassié l'affirmait à la Société des Nations. Aujourd'hui, faisant le même discours, le colonel Mengistu. Sous le regard d'un Marx négroïde, c'est en Somalie, au tableau noir, la même revendication. Le président Siad Barre l'exprime. La République de Somalie a fait valoir à maintes reprises, et y compris dans un article toujours en vigueur de son ancienne constitution, que Djibouti est une partie intégrante de son territoire. L'étoile du drapeau Somalie a 5 branches. Djibouti en est une. Comme le dit la chanson, on ne sépare pas les doigts de la main.
L'OUA, pour forcer la décolonisation française de Djibouti, presse l'Éthiopie et la Somalie de renoncer à leurs ambitions. La Ligue arabe s'y applique aussi. Personne parmi eux n'a intérêt à faire éclater la Corne d'Afrique. Ça sera le 27 juin. À Djibouti, on prépare l'indépendance. Il faut composer l'hymne national, inventer le drapeau. On modernise la musique locale au rythme de la salade. Ça devenait une des dernières terres d'Afrique à être sous dépendance extérieure. C'était l'évolution des choses normales. Olivier Stirn, secrétaire d'État au Dom-Tom. Est-ce qu'il y a eu un revirement de la politique française vis-à-vis de Djibouti? Il n'y a pas eu un revirement, n'est-ce pas ? Il y avait une volonté dès le départ de dire que le jour où vous voudrez être indépendant, vous le serez. Puis de cette idée cheminant, le gouvernement en a naturellement pris connaissance, et à partir du moment où elle s'est révélée suffisamment exprimée, notamment au sein de l'Assemblée locale, le gouvernement a engagé alors le processus à la fois d'union intérieure et en même temps de compréhension extérieure. Mais pourquoi est-ce que la France se retire de Djibouti en 1977 ? Eh bien parce que c'est une longue histoire. En 1966, quand le général de Gaulle a été à Djibouti, il y a eu des drames, il y a eu des morts. Vive Djibouti! Vive la côte française et Somalie! Vive la République! Vive la France! En 1967, un référendum orchestré par le parti Afar dit non à l'indépendance. L'homme fort, Ali Aref. Ce pays ne peut vivre qu'avec l'aide d'un colosse, et ce colosse est la France que nos aïeux nous ont choisi comme nation civilisatrice. La France s'appuie désormais sur lui. Soutenu par l'Éthiopie, Aref s'efforce de contenir le parti Issa, partisan de l'indépendance et soutenu par la Somalie. Les actes de terrorisme se multiplient. Le dispositif militaire français est renforcé. La pression internationale s'accentue. L'Éthiopie, soutien des Afars, vire au marxisme. En 1975, la France change de politique et soutient Hassan Gouled du parti Issa. Le 8 mai 1977, la population est appelée à voter à la fois l'indépendance et la composition de l'Assemblée nationale. Les cartes d'électeurs, autrefois limitées parce que liées aux cartes d'identité, sont largement distribuées. Elles assurent ainsi aux Issa leur majorité numérique. Dans le calme, Djibouti vote massivement son indépendance. Le Haut-Commissariat français devient le palais présidentiel. Le dernier à le quitter, Camille Dornano. Si vous me demandez si ce départ est le symbole de la fin d'une époque, je vous répondrai par l'affirmative. C'est exact. C'est la fin d'une époque. La naissance de ce nouvel État marquera la dernière étape d'une période qui a duré plusieurs siècles, au cours de laquelle la souveraineté française s'est exercée à travers le continent africain. C'est donc dans le cadre strict du choix de notre peuple que notre Assemblée nationale devra souverainement légiférer en conciliant les exigences de la liberté avec celles du développement économique et social. Séance inaugurale de l'Assemblée nationale. De l'unité avec celle d'une nécessaire diversité. Les députés du nouvel État, les consuls étrangers fraîchement arrivés, les autorités françaises civiles et militaires en instance de départ. Le président du Conseil, Hassan Gouled. Alors, Djibouti indépendant, je suis optimiste. Si vraiment Djibouti ne serait pas indépendant, je ne sais pas qu'est-ce que deviendraient ces populations. Étant donné les divisions ethniques qui ont jusqu'à présent marqué l'histoire du territoire, est-ce que Djibouti peut devenir une nation? D'abord, sur le plan ethnique, c'est une invention française. Ce n'est pas la réalité d'une population qui sont
identiques, sont 100% de la même confession et de la même religion. Il n'y a que 2 langues qui différencient. Mais est-ce que ce sont les Français qui ont inventé les affrontements? affrontements? Ils ont inventé ce qu'on appelle le cloisonnement.